Michel Rivasi, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter cet entretien pour le magazine Nexus. Alors, on vous retrouve aujourd'hui. Vous êtes députée européenne depuis 2009, membre d'Europe Écologie Les Verts. Vous avez été députée de la Drôme, conseiller général de la Drôme également et adjoint au maire de Valence, on le rappelle. Cofondatrice de la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité en 86, après la catastrophe de Tchernobyl, on y reviendra sûrement. Et vous avez cofondé avec Corinne Lepage, une autre association, l'Observatoire de vigilance et d'alerte écologique. Votre engagement militant associatif n'est plus à démontrer. Il s'est aussi traduit par votre vice-présidence au Centre de recherche et d'information indépendante sur les rayonnements électromagnétiques, le CRIREM, et par la direction de Greenpeace 2003-2004. Et aujourd'hui, on vous connaît comme la spécialiste des questions de santé environnementale au Parlement européen. C'est vrai que c'est une voix qui est assez peu relayée sur les bancs du Parlement. On voulait vous demander, par rapport à la crise du coronavirus, la gestion sanitaire en France, ce que vous avez pu voir au sein du Parlement européen, quelle est, pour la première question, votre position sur la gestion politique et médicale du coronavirus? Quelle est votre analyse après un an de crise sanitaire? Alors, quand cette crise sanitaire est arrivée, je dirais fin 2019, début 2020, il y a eu des effets positifs dans la mesure où l'Europe, elle n'était pas compétente sur la santé. Et on avait subi quand même la crise du H1N1. C'était en 2009-2010. Moi-même, je m'étais beaucoup intéressée à ce sujet-là parce que, à l'époque, on était très alarmiste sur la grippe H1N1. Et je me souviens, Madame Bachelot était ministre de la Santé. Moi, j'avais fait des débats avec elle. J'avais tous les chiffres, notamment d'Australie, vous voyez, de l'hémisphère sud, qui indiquaient que c'était pas une grippe hyper dangereuse et que ça touchait pas tellement les adultes, ça touchait un peu plus les enfants. Mais de là à en faire toute, vous voyez, une crise hyper importante. Vous voyez, à l'époque, on avait acheté 90 millions de doses. Il y avait un alarmisme dans les médias en disant il faut que les gens se fassent vacciner. Il y avait des vaccinodromes où les gens n'y allaient pas, puisqu'il n'y avait eu que 6% de la population française qui était allée se faire vacciner. Bon, et si vous voulez, à l'époque, chaque pays achetait ses propres vaccins. D'ailleurs, la France avait été un des pays qui en avait acheté le plus. Et parallèlement, la Pologne n'en avait pas acheté. Et donc, moi, j'avais demandé à ce qu'il y ait une commission d'enquête déjà à cette époque-là, pour finir sur l'idée que quand il y a une pandémie, il est bien qu'on se regroupe. Donc, suite à cette pandémie, que l'Europe ait pris la décision d'acheter les vaccins, vous voyez, d'une façon globale, pour pas qu'il y ait, je dirais, une concurrence entre les États membres, ou certains États qui sont plus riches que d'autres et qui vont passer devant les autres, je trouvais que c'était une très bonne chose d'avoir fait ces achats groupés. Bon. Mais par contre, là, ce qui m'a énormément surpris, c'est l'opacité de ces contrats. Parce qu'il y a eu quand même plusieurs choses qui m'ont choqué, avec la complicité quand même des députés européens. En début janvier, en juillet 2020, on nous fait accepter en urgence le fait que pour aller très vite sur la mise en place des vaccins, il fallait déroger à des directives européennes sur les OGM, donc les organismes génétiquement modifiés. Et là, moi je me bagarre contre les OGM, vous voyez, dans l'alimentation, l'agriculture, et je ne comprenais pas pourquoi on dérogeait à cette directive pour supprimer, vous voyez, les études d'impact sur l'environnement et sur la toxicité. Donc je leur ai dit, mais bien sûr qu'il faut faire des vaccins, mais ces études sont quand même indispensables. Je ne vois pas pourquoi on dérogerait. Et il n'y a pas eu de débat. Vous voyez, c'est passé en force. Et comme les gens avaient peur par rapport à ce virus, ils ont accepté de voter cette dérogation. Alors qu'est-ce qui vous inquiétait dans ces vaccins? Pourquoi l'avoir tout de suite perçu comme un OGM? Mais parce que je savais que les recherches que faisaient les laboratoires, ils allaient utiliser des organismes génétiquement modifiés. Ils appellent ça des organismes recombinés. Vous voyez, pour ne pas dire que c'est des OGM. Après, vous voyez, on joue sur les mots.
En fait, c'est des OGM. D'ailleurs, quand vous voyez AstraZeneca, quand vous voyez Johnson Johnson, ce sont des organismes génétiquement modifiés. On met de l'adénovirus soit de chimpanzé, soit d'humain, et on y insère, vous voyez, cette molécule d'ADN pour fabriquer cette fameuse protéine spike qui est un antigène et qui va provoquer la formation d'anticorps à l'intérieur de notre système. Donc, je ne comprenais pas pourquoi déjà on faisait cette dérogation. Après, en urgence, on nous fait voter en septembre 2,1 milliards d'euros pour les laboratoires pharmaceutiques. OK, plus 750 millions d'euros que donnent les États membres. Donc ça fait quand même une enveloppe plus de 2,850 milliards d'euros. Bon, c'est pas une petite somme. Tout ça parce qu'on allait négocier avec les labos. Et à l'époque, il y avait 3 labos avec qui on avait négocié. C'était emmené jusqu'à 6 labos. Et ça, c'était des experts choisis par des États membres. Donc il y en avait 7. Et quand j'ai demandé le nom de ces experts, on me dit « Ah, mais on ne peut pas vous les donner, parce que si on vous les donne, il y aura des pressions sur ces experts. » Mais les pressions de qui? Alors moi, je leur ai dit « Mais je n'accepte pas ça. Parce que ces gens qui vont négocier, moi, je veux savoir s'ils ont eu un lien avec les laboratoires pharmaceutiques, quelle est leur compétence. Et en plus, s'ils négocient avec des labos, sachant la puissance des laboratoires, vous voyez, il faut avoir des gens quand même... Qui nomme ces experts? Eh bien, ce sont les États membres qui les ont choisis. Donc, ça veut dire que c'est le gouvernement. Par exemple, en France, il y a un expert qui a été chargé de négocier, comme un Suédois, comme un Espagnol, enfin, il y en avait 7. Déjà, on ne peut pas avoir le nom de ces gens. Et puis, par la bande, on a appris qu'un expert suédois, vous voyez, avait été le représentant du syndicat des laboratoires pharmaceutiques. Donc, vous voyez, ce n'est pas des gens qui sont complètement indépendants des labos. Après, on demande, une fois que l'argent a été voté, que les contrats ont été passés, on demande la transparence des contrats. Et là, on nous dit non. Il faut attendre la fin des négociations pour qu'on obtienne les contrats parce que les laboratoires ne veulent pas communiquer les contrats. Donc on ne peut pas négocier avec la connaissance des contrats, il faut attendre que les négociations soient passées pour connaître les contrats. Exactement. Or, d'abord, c'est de l'argent public. 2, parce qu'on nous disait, oui, mais les négociations, vous comprenez, comme les Américains négocient, comme l'Asie négocie, comme... Enfin bon. Mais moi, je leur dis, mais de toute façon, à partir du moment où l'argent public a été donné, il faut qu'on ait accès à 2 titres. D'abord, vis-à-vis des citoyens européens, où est allé cet argent? Combien chaque labo a reçu? Vous voyez, c'est intéressant quand même de savoir que ce soit Moderna, Pfizer, BioNTech, que ce soit AstraZeneca ou d'autres, s'ils ont reçu 300 millions d'euros, s'ils en ont reçu 500, et puis cet argent, où est-ce qu'il est allé? Est-ce qu'il est allé dans la recherche et développement? Est-ce qu'il est allé dans la fabrication, la production des vaccins, etc. Niet, secret d'affaires. Donc ça, pour moi, c'était inadmissible. Et quand je vous dis à 2 titres, c'est que je suis responsable et je suis membre de la commission contrôle budgétaire. Être membre de cette commission, c'est pouvoir, si vous voulez, contrôler l'exécutif. Donc savoir cet argent, où est-ce qu'il est allé? Eh bien, le fait qu'on ne nous donne pas les contrats, on ne peut pas savoir. Donc ça veut dire que je ne sers à rien. Ça veut dire que je n'ai pas les moyens d'exercer le contrôle sur l'exécutif. Et là, j'ai voulu porter plainte. Vous voyez, j'ai voulu porter plainte à la Commission européenne pour dire que la Commission contrôle budgétaire ne peut pas faire son boulot. Eh bien, je n'ai pas été suivi par les groupes politiques. Notamment les conservateurs, les libéraux qui ont dit non, ça ne sert à rien. Il vous fallait combien de soutien? Eh bien, il me fallait le PPE, il me fallait le CR, c'est tous un peu des conservateurs et même un peu des anti-européens, il me fallait les libéraux. Alors, les socialistes n'ont pas voulu participer alors que normalement, ils étaient plutôt pour. La gauche n'était pas là et avec les Verts. Donc ça n'intéresse pas vos collègues eurodéputés d'avoir une transparence sur ces documents? Eh bien, je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte. Vous voyez, il y a quand même cette crise du Covid a fait un peu une amnésie, comment dire, des députés par rapport à la peur qu'a engendré cette pandémie. Et c'est comme si de demander des comptes au laboratoire et à la Commission européenne, ça allait à l'encontre de l'innovation et de la recherche.
Alors que de demander à la transparence, bien sûr qu'il faut de l'innovation, bien sûr qu'il faut de la recherche. Moi, ce que je demande, c'est quand je vois qu'après un labo comme AstraZeneca dit « j'ai pas la quantité de doses qu'il faut », puisque vous voyez que quand même en Europe, on est un peu en pénurie de doses de vaccins, l'argent qui a dû servir pour la fabrication, il est allé où? Enfin, c'est quand même légitime de savoir, vous voyez, la traçabilité de cet argent. Et puis après, moi, je voulais avoir la traçabilité du prix du vaccin. L'Europe, elle a négocié à combien de vaccins? Pourquoi c'est important? Parce que quand vous voyez qu'Israël, par exemple, a vacciné énormément sa population, est-ce qu'ils l'ont acheté 3 fois plus cher? Est-ce que les Anglais, qui ont plus de vaccins, ils ont acheté... Enfin, je veux dire que c'est quand même légitime. On dirait que la Commission et puis pas mal de députés européens ne veulent pas, vous voyez, tirer le fil pour savoir ce qui se passe. Comment les laboratoires sont en train de manipuler, je dirais, les politiques. Tout ça parce que ce sont eux qui ont mis en place les vaccins. Ça les gênerait de découvrir la réalité peut-être? Est-ce que les vaccins ont été tellement présentés comme la porte de sortie de ces confinements, couvre-feu à répétition, que finalement les députés comme les citoyens attendent tellement que ces vaccins arrivent vite qu'il faut surtout pas mettre des bâtons dans les roues des fabricants? C'est un peu ça. C'est-à-dire que ils sont tellement tétanisés qu'ils se disent si on émet la moindre critique sur les vaccins alors que c'est présenté comme solution miracle à la pandémie, eh bien, ça pourra faire prendre du retard. Mais du retard à qui? Regardez AstraZeneca, comme ils sont en train de manipuler. Et on s'est aperçu, grâce à une enquête de journalistes, notamment de CNN, qu'en fait, ils ont eu accès au contrat d'AstraZeneca et ils ont vu que l'Europe avait signé avant l'Angleterre. Alors que AstraZeneca disait « Ah, mais comme les Anglais ont signé avant, c'est eux qui sont prioritaires. » Eh ben non, l'Europe avait signé avant. Et en plus, après, il était dit dans le contrat anglais que la priorité serait l'Angleterre. Alors que le directeur n'avait absolument pas déclaré ça. En gros, ils font ce qu'ils veulent. Est-ce que la balle est dans le camp des fabricants, les labos pharmaceutiques, c'est Big Pharma? On repense aussi à cette affaire du remdesivir, qui est quand même assez symptomatique. C'est un scandale, ça. Est-ce que vous pouvez nous redire 2 mots? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'Union européenne a pu tomber dans le panneau? Quelques temps après, l'OMS dit qu'il ne faut surtout pas utiliser ce médicament. Écoutez, il y a eu 2 phases. La première phase, l'Europe a commandé, alors je ne sais plus combien c'était, si c'était 150 ou 200 millions d'euros, du remdesivir pour l'Europe, payé cash. Mais ils n'avaient pas toutes les études. Il y avait un certain nombre d'études, notamment des études chinoises, tout ça, qui disaient « je ne vois pas quelle est la valeur ajoutée du remdesivir ». Le deuxième contrat qui passe, le lendemain, il y avait l'OMS qui publiait que le remdesivir ne servait à rien. Eh bien, comment se fait-il que le labo ne l'ait pas dit à l'Europe, et comment ça se fait que les super négociateurs n'aient pas été au courant de regarder que lorsque l'OMS a fait l'étude, bien sûr que ce sont les mêmes. Donc ceux qui sont occupés du remdesivir s'occupent aujourd'hui des vaccins? Mais c'est eux qui s'occupent de toute la partie négociation avec les labos. Ah d'accord, ils ne sont pas renommés à chaque fois. Eh non, c'est toujours les mêmes qui continuent à faire les négociations. Donc, on a acheté en cash les premières doses. D'ailleurs, il y a tout un certain nombre de doses ont été redistribuées à la France, mais dans les hôpitaux, ils n'en voulaient pas. Parce que quand même, les médecins dans les hôpitaux, ils ont bien vu les études. Et donc, c'est resté inutilisable. Et la deuxième partie où les États devaient payer, eh bien, la commission qui a fait les négociations ont acheté encore. Vous voyez, il y a eu des préachats de doses de remdesivir qui ne servaient à rien. Alors, une fois que l'OMS a lancé l'information comme quoi ça ne servait à rien, est-ce que l'Union européenne a arrêté ses paiements? Est-ce qu'elle s'est fait rembourser quelque chose? Rien. Moi, j'avais demandé le remboursement. Rien. Et donc, c'est comme si Gilead, quand même, qui est à l'origine du remdesivir, a un poids incroyable auprès des politiques. Vous voyez, il y a quelque chose qui est malsain, parce qu'il est inadmissible que l'Europe se soit fait avoir comme ça. Et il a fallu attendre l'étude de l'OMS
pour dire que le remdesivir ne servait à rien et même qu'il pouvait présenter une certaine toxicité. On dirait une escroquerie de rue, quoi. C'est vraiment du basique. Sauf que c'est, là, sauf que c'est avec l'argent public. En plus, les doses, c'était entre 2000 et 4000 $. Et puis, il paraît que c'est en plus un médicament néphrotoxique. Donc... Exactement, qui a des répercussions au niveau des reins. Donc, moi, j'ai trouvé ça déjà, vous voyez, scandaleux. Et même, ce qui était scandaleux, c'est que l'EMA, c'est-à-dire l'Agence européenne des médicaments, a donné une autorisation conditionnelle du remdesivir. Alors comment se fait-il que l'EMA n'ait pas eu accès aux données, que l'OMS a eu accès et qu'ils ont donné cette autorisation conditionnelle? Et moi, ça me pose question, parce que si notre agence européenne n'est pas draconienne sur les études cliniques faites, si vous voulez, sur un médicament, que ce soit les études cliniques faites par le labo, mais aussi par d'autres organismes indépendamment du labo. Mais alors, quelle crédibilité accorder? Vous voyez, le remdesivir, pour moi, c'est symboliquement, c'est très important, parce que c'est une remise en cause de nos agences européennes, c'est une remise en cause aussi des négociateurs, c'est une remise en cause des experts qui travaillent pour la Commission européenne et pour voir la validité de ce médicament. Alors, on m'a dit, ah oui, mais les États faisaient le forcing pour avoir accès au remdesivir parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et si, il y avait plein d'autres choses. Sauf que Gilead avait fait une pression incroyable et que les États, ils voulaient montrer à leurs citoyens qu'ils avaient quelque chose à leur proposer. Mais si c'était toxique, franchement, et que ça coûtait une fortune pour enrichir Gilead, je ne vois pas l'intérêt. Alors déjà qu'on ne comprenait pas vraiment comment fonctionnait le Parlement européen, on se demande vraiment à quoi il sert. Ah ben écoutez, il sert quand même, parce que vous voyez qu'au début, je vous ai parlé du mois de juillet 2020. Après, en janvier, quand on n'avait pas accès au contrat, à chaque plénière, moi je demandais la transparence des contrats. Au début, j'étais assez seule, et puis après, il y a plein de groupes politiques qui ont suivi. Enfin, le contrat CureVac, c'est ça? Le contrat CureVac. Enfin, moi, je voulais tous les contrats. Je voulais Pfizer parce qu'on a donné l'autorisation. Je voulais Moderna. Je voulais AstraZeneca. Je voulais Johnson & Johnson. Je voulais Sanofi. Vous voyez, les 6 avec qui on avait négocié. Qu'est-ce que vous avez pu obtenir? Alors, premier contrat. Alors, l'Europe, la commissaire de la Santé était toute contente de nous dire, ça y est, CureVac est d'accord. Vous pouvez l'obtenir dans une salle de lecture. Mais attention, salle de lecture, prenez rendez-vous, vous avez 45 minutes, vous n'avez pas le droit d'être accompagné, pas le droit d'avoir un portable pour prendre des photos, pas le droit de faire des photocopies. Alors, bon, je me dis, c'est incroyable. Il fait combien de pages le contrat à peu près? 67 pages. CureVac, 67 pages. Il faut aller vite. Hein. Il faut, aller vite, et puis, si vous voulez, il y a plein de clauses juridiques. Et moi, ce qui m'intéressait, parce que là, il fallait aller, vous voyez, parce qu'on avait peu de temps. Est-ce que j'ai le prix? On a donné combien au labo CureVac? Je voulais savoir le calendrier, vous voyez, parce que dans un premier temps, on leur donne de l'argent cash, et puis après, on donne en fonction des doses qui sont délivrées. C'était quoi? Je voulais savoir où étaient les entreprises européennes qui fabriquaient le vaccin. Et puis, je voulais savoir aussi la responsabilité en cas d'effet secondaire. Parce que ça, c'est crucial. Si moi, je me fais vacciner et que j'ai, je sais pas quoi, j'ai un problème neurologique ou je fais une réaction anaphylactique, ou bon, eh bien, je veux savoir contre qui je me retourne. Eh bien, quand même, dans le contrat, après moult et moult demandes, on a vu qu'en fait, soi-disant, c'est le laboratoire qui est responsable, mais que si vous avez un effet secondaire, c'est l'État membre qui a acheté les vaccins qui va payer au labo toute la partie juridique, donc les frais d'avocat, plus les indemnités. Alors là, on est en plein conflit d'intérêts. Imaginez la France qui va acheter tant de doses à CureVac, mais c'est la même chose pour AstraZeneca, c'est la même chose pour tous les contrats pratiquement. Eh bien, elle va tout faire pour pas qu'il y ait de pharmacovigilance, c'est-à-dire d'études des effets secondaires. Puisque plus elle va démontrer qu'un décès, qu'une maladie neurologique est due au vaccin, plus elle va être obligée de payer. C'est là où il y a le conflit d'intérêts. Et je trouve ça scandaleux. Et ça, c'est le système qui fonctionne aux États-Unis. Et vous voyez que quand on a auditionné les laboratoires, ils disaient, nous, on veut que ça marche comme aux États-Unis, c'est-à-dire que les labos soient exemptés des effets secondaires. Nous, on est les grands Manitou,
On vous donne un vaccin. S'il y a des effets secondaires, eh ben, c'est l'État qui achète les vaccins. Alors, à la révélation de cette information, qui est quand même incroyable, donc effets secondaires, c'est les États qui payent. Que disent les autres députés de ça? Eh bien, comme c'est présenté comme la solution miracle, ils se disent, bon, ben, y a un risque. Et là, vous voyez que le premier qui a sorti les effets secondaires, c'était la Norvège, qui a commencé à dire, eh ben, avec le vaccin Pfizer, il y a eu 33 décès. Alors, c'était sur à peu près, il y avait 35 000 vaccinés. Eh bien, ces 33 décès, il y a eu 13 autopsies, et on peut vous dire que c'est dû au vaccin. Et que c'est des personnes au-delà de 80 ans qui étaient fragiles, donc qui n'avaient pas une comorbidité terrible, mais qu'elles étaient fragiles. Et rien que le fait d'avoir une augmentation de fièvre, avec des nausées, etc., mais ça a causé la mort. On a vu d'ailleurs avec le vaccin AstraZeneca en France, dans pratiquement tous les centres hospitaliers où les personnels soignants sont fait vacciner, à peu près 25% sont en arrêt maladie officiellement, âge moyen 34 ans, si bien qu'il y a plusieurs CHU qui ont arrêté la vaccination. L'État a demandé de lisser pour éviter peut-être que ça se voit trop ou que ça provoque trop de dégâts. Non, il y a eu même suspension. Suspension. Il y a suspension de la vaccination d'AstraZeneca en Moselle, à cause du fait que, comme c'est le personnel médical qui était vacciné en priorité avec ce vaccin, ça a perturbé complètement le fonctionnement des hôpitaux. Et donc, ils ont demandé à ce qu'il y ait plutôt des vaccins du type Moderna ou Pfizer. Donc, mais ça vous montre bien que le vaccin, c'est pas quelque chose d'anodin. On avait l'impression que ça l'était avec les discours ambiants. Ah ben, avec le discours ambiant, c'était « mais super, regardez, il y a très peu d'effets secondaires ». Mais qui donne les effets secondaires? Si c'est les laboratoires pharmaceutiques, c'est des gens qui sont jugés partis. Et donc, vous voyez, le premier qui a sonné l'alerte, c'est pas un pays européen, c'est la Norvège. Alors justement, le 12 février dernier, vous sortez un article sur votre blog Mediapart sur la désinformation et l'instrumentalisation des médias en ce qui concerne la terreur instillée dans la population au sujet de la situation sanitaire, qui ont légitimé toutes ces mesures autoritaires sanitaires, et d'ailleurs cette présentation du vaccin comme étant le totem, la porte de sortie, la clé miracle. Vous disiez, c'est une affaire qui secoue la classe politique allemande. Vous parliez de ce qui s'était passé en Allemagne. Parce qu'il y a eu une affaire avec le Die Welt. Die Welt, une enquête du journal allemand. Vous disiez qu'il révèle comment le ministre de l'Intérieur a utilisé dans sa communication sur le Covid des messages et des chiffres alarmistes afin de faire peur et fabriquer un soutien aux mesures de confinement. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement ce que c'est que cette affaire et nous dire si jamais vous voyez des corrélations avec ce qui se passe en France? Écoutez, pour moi, c'était une affaire très révélatrice de notre fonctionnement suite à cette pandémie. Quand Die Welt, ce journal allemand, a sorti cette affaire où il a mis en cause le ministre de l'Intérieur, qui a demandé à des scientifiques de faire des scénarios très pessimistes. Ils avaient même annoncé 1 million de morts. Et ils avaient demandé à d'autres scientifiques, vous voyez, de sortir des chiffres, et notamment, ils ne parlaient que de décès. Vous avez les médias qui et d'ailleurs en France, on l'a vu avec M. Salomon, qui était directeur général de la santé au tout début de la pandémie, où tous les soirs, moi j'étais devant, je prenais des notes chaque fois, c'était le nombre de décès, le nombre d'hospitalisations, etc. Et vous surfez sur la peur. Et en surfant sur la peur, vous avez une meilleure acceptabilité sociale du confinement strict. Parce que faire un confinement strict, il faut que les gens adhèrent à ça. Sinon, vous pouvez avoir des manifestations dans la rue. D'ailleurs, maintenant, on commence à en voir, notamment aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, etc. Parce que si vous surfez et vous donnez des chiffres, et dans le cas de l'Allemagne, ils avaient augmenté les chiffres de décès. Et puis surtout, comme ils faisaient des prédictions à long terme, avec des épidémiologistes, vous voyez, suivant les modèles que vous employez, et vous annoncez 1 million de morts, mais ça tétanise complètement la population. Donc si après, 2 jours après ou 3 jours après, vous annoncez un confinement strict, ben les gens l'acceptent. Vous voyez, c'est ça. Vous modelez, vous voyez, à court et moyen terme, l'esprit des gens en surfant sur la peur. Et vous allez sur des politiques hyper autoritaires, hyper liberticides. Et regardez en France, en fait, c'était la même chose. On a eu le directeur général de la santé, M. Salomon, qui donnait tous les chiffres de décès par jour.
Donc les gens se disaient, oh là là, 400 décès, 500 décès. Vous voyez, des chiffres parfois gonflés, d'ailleurs, il y a une enquête de Nice Matin qui l'avait prouvé. alors, des fois des chiffres gonflés, ou des fois on mêlait des gens qui mouraient dans les hôpitaux en disant qu'ils étaient Covid, alors qu'ils mouraient pas forcément liés au Covid. On a vu toute la problématique des EHPAD, où là, après, on faisait même des tris, vous voyez, entre des gens qu'on pouvait sauver et des gens qu'on ne pouvait pas sauver. Et puis après, il y avait tout le problème du manque de lits dans le cas de la réanimation. Et donc, vous tétanisez les gens. Et les gens, ils se disent, bon, ben, confinement strict, on fait le confinement On est prêt à strict. tout accepter. Cette sidération permet d'accepter des choses inacceptables en temps normal. Est-ce qu'on peut parler d'ingénierie sociale, selon vous? Ben, pour moi, c'est une manipulation de l'opinion publique. Et qui ne peut se faire d'autant plus que les médias sont très, comment dire, soumis à la fois à des milliardaires. On voit que, regardez en France, c'est quelques milliardaires qui détiennent les médias, ou à des gros industriels. Ce qui fait qu'il y a un manque, si vous voulez, de controverse. Quand un épidémiologiste vous annonce tant de morts dues à la pandémie et qu'il n'y a pas de contre-expert pour vous dire, mais attendez, regardez les modèles qui sont employés. Si on emploie d'autres modèles, on a beaucoup moins de morts. Regardez les décès. Est-ce que c'est bien des décès dus au Covid? Ou est-ce que c'est des décès où on a mis le Covid pour différentes raisons dans les hôpitaux? Eh bien, ça demande vraiment une contre-expertise. On a tué la contre-expertise. On l'a tué en disant tous les gens qui sont contre ça sont des complotistes. Alors, avec les médecins, on a appelé ça les... alors, il y avait les alarmistes et puis il y avait les rassuristes. Hein. Mais c'était... vous n'êtes pas dans le mainstream, c'est-à-dire dans la pensée unique. Alors vous qui étiez professeur en épistémologie des sciences, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que c'est très scientifique de procéder comme ça? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement pour être objectif et avoir un procédé scientifique pour analyser ces données et profiter de ce recul? On a 1 an de recul maintenant. Qu'est-ce que le professeur que vous étiez en épistémologie des sciences peut dire là-dessus? Ben, d'abord, je pense que suite à 1 an, vous voyez, ça serait bien de faire l'état des lieux. Parce qu'on a eu quand même en France des problèmes. Les problèmes sur les masques. Quand je vois encore notre ministre de la Santé qui a osé dire « les masques, ça ne sert à rien ». Bon. Après, sur les diagnostics. Moi, j'ai vu des vétos qui sont des spécialistes d'épidémie, vous voyez, au niveau des animaux, qui disaient « on ne nous a même pas demandé de travailler avec eux par rapport aux diagnostics. » Parce que nous, on avait les diagnostics. On pouvait les faire. Donc, après, il y a eu l'histoire des vaccins, mais je dirais aussi, il y a eu l'histoire de comment ça marche dans les hôpitaux. Parce que quand les gens applaudissaient les infirmières, très bien, mais en quoi, au bout de 6 mois, on a augmenté les lits de réanimation, on a augmenté la formation, on a essayé de demander à des infirmiers libéraux de réintégrer l'hôpital. Vous voyez, c'est important parce qu'il y a un manque aussi de personnel qualifié. Que c'est le contraire même. Qu'il y a des lits supprimés en France depuis 1 an. Ouais, exactement. Et ça continue. Donc, ça, moi, je trouve ça assez incroyable. Après, je pense qu'il faut vraiment des débats. Alors, quand il y a une pandémie comme ça, vous voyez que toutes les décisions, elles ne peuvent pas se faire de façon territoriale. Il faut quand même que, d'un point de vue national, il y ait des gens dont on est sûr qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Déjà. Vous voyez, moi, j'ai travaillé dans le nucléaire. Hein, j'avais dénoncé le mensonge de Tchernobyl. Je voyais que tous les experts qui parlaient, eh bien, ce sont des experts, souvent, qui avaient bossé avec le nucléaire. Donc, en fait, leur parole n'était pas libre. Leur parole dépendait de qui les payait. Eh bien, nous, dans la gestion de cette pandémie, il y a énormément d'experts qui se sont exprimés à la télévision et qui avaient des conflits d'intérêts. Quand je vois des briquaires que je connais depuis la grippe H1N1, quand je vois des Lina, quand je vois tous ces gens, ils ont été financés par les labos. Donc, ils ne vont jamais avoir une attitude critique, vous voyez, vis-à-vis du labo qui est le grand Manitou qui va nous sauver. Vous voyez des similarités entre les deux événements, les deux époques? Là, on est en plein Covid, on voit des conflits d'intérêts, on voit une chape de plomb au niveau des informations qui circulent mal, malgré Internet.
On se dit, il y a 30 ans et plus, avec Tchernobyl, il n'y avait pas Internet. Et pourtant, on a fait croire à un pays entier que le nuage était resté à la frontière. France, ouais. Est-ce que vous voyez des processus de soumission similaires? On en parlait un petit peu tout à l'heure. Vous nous disiez que le Covid n'a pas de nouveauté finalement dans ce qu'il révèle, puisqu'on a connu ces états de pression de l'État sur les médias, sur la parole officielle et sur des réalités qui sont tellement évidentes. Là, on parlait d'un nuage donc qui se serait arrêté à la frontière allemande, mais on le retrouvait en Espagne. Est-ce que c'est les mêmes processus à l'œuvre et est-ce qu'on était dans cette même manipulation médiatique? Et qu'est-ce qui a fait à l'époque que le verrou a sauté? Alors, c'est une longue histoire. En tout cas, il y a des choses similaires. Il y a eu mensonge d'État au moment de Tchernobyl qui s'expliquait parce que la France était un des pays qui avait développé le plus de nucléaire. Et il ne fallait pas alarmer les gens. Comme il ne fallait pas alarmer les gens, il ne fallait pas leur dire que ce nuage avait effectivement traversé la France et que suivant la météo, il y avait des territoires, on parlait de taches de léopard, qui étaient plus contaminés que d'autres. Et puis ça remettait en question aussi l'agriculture, puisqu'il y avait des produits qui dépassaient les normes qui avaient été fixées par la communauté européenne. Donc, quand vous avez l'État qui s'était autant investi dans le nucléaire et qu'il fallait continuer cette politique du nucléaire, ben, c'était le mensonge et c'était le couvercle de plomb, voyez, qui bloquait l'information. Et ça, à tous les niveaux, aussi bien au niveau politique. Rappelez-vous, il y avait Carignan, il y avait Madame Barzac, etc., qui disaient « mais non, mais c'est 3 fois rien », etc. Et c'est pour ça que j'avais créé la CRIRAD, moi, à l'époque, avec un groupe de personnes, pour dire, comme ça se base sur des mesures, eh bien, on va mesurer. Et on a mesuré dans le lait, on a mesuré dans la viande, on a montré que les taux de césium 137 et 134, les taux d'iode, etc., avaient dépassé. Vous voyez, j'avais la possibilité de mesurer. Et c'est grâce à ce labo, avec la possibilité de mesurer les éléments, qu'on a pu démontrer qu'il y a bien eu mensonge. Et puis, c'est allé jusqu'en justice, etc. Mais 20 ans après, quand même, hein, il nous a fallu 20 ans pour démontrer, preuve à l'appui, mesure à l'appui, que l'État nous avait menti. Bon. La pandémie, elle est à la fois au niveau français, mais je dirais qu'elle est au niveau européen. Et ça prend une autre dimension. Parce que le fait de ne pas nous donner les contrats, c'est pas la France qui ne nous les donne pas, alors qu'elle pourrait nous les donner entre nous. Hein. Bon. C'est quand même l'Europe. Et là, si vous voulez, ce qui est ennuyeux, c'est qu'on voit la dépendance de la Commission européenne, qui est un système hyper libéral et qui repose sur le marché, et notamment les grandes industries. Et là, ils ne veulent pas remettre en question le fonctionnement, par exemple, des laboratoires pharmaceutiques, qui se font un argent, mais phénoménal. Quand vous voyez Sanofi, qui fait, je crois que en 2020, ils font plus de 23 milliards de bénéfices. Ils ont distribué plus de 4 milliards de dividendes aux actionnaires. Et ils sont en train d'enlever les chercheurs au niveau de la France. Non mais vous dites, mais on rêve. Et en plus, ils ne sont même pas capables de faire un vaccin. En fait, tous les vaccins, souvent, ça a été des start-up. Vous voyez, BioNTech, ça a été une start-up allemande. CureVac, pareil. Moderna, ils sont aux États-Unis, mais c'est une start-up, en fait, qui ont été financées par les États. Donc, ce sont quand même... Vous voyez bien que l'innovation, ce n'est pas des gros mammouths. Vous voyez, comme Sanofi, comme Merck, comme même Pfizer, ils se sont appuyés sur BioNTech. Donc, déjà, ça montre bien que ces énormes labos qui se font un profit dingue, ce ne sont pas eux qui font de la recherche et de l'innovation. Vous voyez, ils délèguent ou ils rachètent des startups, ou ils s'appuient sur les startups. Bon. La deuxième chose, c'est qu'ils maintiennent l'opacité parce qu'ils ne veulent pas montrer que l'argent public qui leur a été donné, parce qu'il n'y a pas que les 2,8 milliards qui a été donné, mais l'Europe avait déjà donné de l'argent à ces boîtes. Les États-Unis avaient déjà donné de l'argent, la BEI avait déjà donné de l'argent. Donc ce sont des boîtes qui ont effectivement fait de la recherche et d'innovation, mais sur de l'argent public. Donc quand on leur demande des comptes en disant « mais le prix du vaccin », puisque c'est grâce à une secrétaire d'État du budget belge qu'on a su le prix du vaccin. Vous voyez, ça varie entre 1,7
dollars jusqu'à plus de 14 dollars pour Moderna. Déjà, pourquoi cette différence de prix? Si Moderna et BioNTech ont été autant financés par le public, pourquoi on ne peut pas revoir les prix? Quand ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas fabriquer, vous voyez qu'il y avait des problèmes, sur AstraZeneca, on a vu que c'était faux, qu'ils avaient privilégié les Anglais. Or, ce n'était pas ça dans le contrat. Et après, ils nous disent « Ah mais non, ma chaîne ne marche pas aussi vite que je voulais. » Mais quand on leur a donné 336 millions, ils en ont fait quoi? Oui, moi je trouve qu'on a donné un blanc-seing au labo, on ne leur demande pas de compte. Et le problème qu'il y a, c'est la solidarité avec les pays du Sud. Comment on va faire, comme c'est une pandémie internationale, si nous, en Europe, on arrive, mettons, fin 2021, à avoir vacciné plus de 70% des gens, comment on va faire pour vacciner certains pays africains ou des pays qui sont, vous voyez, très pauvres? Eh bien, il y avait une possibilité de le faire. C'était une dérogation de l'OMC qui permet de fabriquer des vaccins vous voyez, en contournant le brevet. Eh bien, quand on a demandé à la Commission de le faire, ils ont dit non. Ils préfèrent faire une charité qu'on appelle COVAX, grâce à l'OMS, et qui y a à l'OMS, c'est toujours Bill Gates et consorts. Eh bien, ils préfèrent, encore une fois, reposer sur les laboratoires, demander encore de l'argent public, puisque là, l'Europe va donner 1 milliard, plus d'autres qui vont donner 1 milliard, mais pour donner à des milliards de personnes. Donc, avec les simulations qu'on a, on pourra vacciner l'Afrique peut-être en 2023-2024. Donc, vous voyez, cette dépendance est terrible. Alors qu'on a des possibilités, vous voyez, quand il y a eu le VIH, c'est grâce d'ailleurs au VIH que des pays comme l'Afrique du Sud, comme l'Inde, ont pu fabriquer des médicaments, parce qu'ils sont aperçus que quand même 25% des pays africains avaient le sida, donc vous voyez, ça faisait une menace, et donc on leur a permis de fabriquer les traitements pour pouvoir les soigner à des coûts très bas. Alors que si c'était des gros labos, c'était à des coûts très chers. Est-ce que cet Eldorado vers le vaccin a mis de côté ou a complètement posé une omerta sur les traitements qui sont basés sur des vieilles molécules? On pense à l'hydroxychloroquine forcément, mais il y a l'ivermectine, la colchicine. Il y en a même qui, en Afrique, misent tout sur l'artémisia. Récemment, c'est une autre piste qui a été envisagée. On a l'impression que tout ça s'est laissé de côté. Le vaccin a pris complètement toute l'attention. Est-ce que vous-même vous intéressez à ce traitement, de près ou de loin? Est-ce qu'au sein du Parlement, il y en a qui s'intéressent aussi? Oui, alors on pose beaucoup de questions, parce qu'effectivement, on a beaucoup financé les vaccins, solution miracle, et là on s'aperçoit que ce n'est pas la solution miracle, parce que vous voyez, les variants ont remis en question le vaccin en tant que solution miracle. Soit on va se faire vacciner peut-être plusieurs fois par an, ou au moins chaque année, parce qu'on a trop ciblé que sur la protéine spike. Et d'ailleurs, maintenant, on parle de vaccins multivalents, vous voyez, pour qu'ils prennent en compte plus le virus lui-même, et pas seulement, vous voyez, les protéines spike qui se fixent sur les alvéoles. Enfin bon. Donc, on a demandé des comptes sur les traitements. Vous voyez, avant qu'on trouve des vaccins, en disant, mais regardons les vieilles molécules, faisons des études cliniques là-dessus. Alors, l'hydroxychloroquine, il y a eu des études, mais chaque fois, ça ne suivait pas le protocole de Raoult. C'était quand même assez incroyable. Soit c'était trop tard, soit c'était pas les bonnes doses. On faisait tout pour que ça ne marche pas. Bon. Et après, en plus, on interdit aux médecins de le fournir. Mais il y avait l'artémisia, parce que c'est vrai qu'à Madagascar, c'est vrai que dans certains pays, eh ben, les gens prenaient ça, mais faisons des études cliniques. On parle d'études cliniques pour les vaccins, et on veut, vous voyez, on dirait que ça rame là-dessus, qu'il n'y a pas d'argent pour le faire. Or, on pourra répondre à la pandémie que si on a une panoplie de solutions. La panoplie, elle passera certainement par les vaccins, mais elle passera par les traitements, elle passera par l'augmentation des lits, elle passera aussi par la prévention. Quand on parle de vitamine D, on dirait que c'est l'horreur, la vitamine D. Mais il y a eu un certain nombre d'études qui ont montré que la vitamine D faisait en sorte à ce que les gens se contaminaient moins avec le Covid. Donc,
je trouve que cette façon monomaniaque de répondre à la pandémie en faisant confiance, et on voit bien que ce n'est pas des gens clean, les gens des labos. La preuve, c'est que Moderna, comme Pfizer et BioNTech, dès qu'ils ont donné l'efficacité de leur vaccin à 95%, ils ont revendu leur action et ils ont gagné plus de des milliards. Donc vous voyez bien que c'est... Moi, quelque part, c'est des indices qui montrent que c'est des gens qui sont là pour se faire du fric. C'est pour ça que je dis l'opacité ne sert qu'au privé. Et la transparence sert au public. Parce que si tout est transparent, on peut leur demander des comptes. Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Pourquoi il n'y a pas plus de production? Pourquoi vous avez envoyé les doses en Angleterre alors que normalement, quand c'est fait en Europe, il fallait approvisionner le marché européen? Et où sont les sanctions? J'ai pas vu de sanctions, moi. Alors, les contrats, moi, ici, je vous en ai amené, mais quand vous voyez énormément de parties biffées, ben c'est justement toutes ces parties qui nous intéressent et on ne sait pas quelles sont les sanctions demandées au labo. Est-ce que vous pouvez nous montrer à l'image un petit peu quelques-uns de ces passages caviardés? Ah ben là, je vais vous en montrer. Là, alors, soit, vous voyez ici, c'est juste quelques lignes qui nous montrent, mais là, vous avez des pages entières. Vous voyez, là. Alors, c'est marrant parce que c'est le coût des subventions. Hein. Bon, ben là, on ne peut rien lire. Là, non plus. Après, bon, vous avez les paragraphes là, donc on peut lire. Mais est-ce qu'en tant que député, vous avez accès à des procédures pour faire lever ces caviardages? Ah ben alors, là, je suis arrivée à convaincre mon groupe vert pour leur dire, ça, pour moi, c'est inadmissible. C'est une remise en question de mon travail de député européen. Donc, on a écrit à la Commission en leur disant, si on veut faire correctement notre boulot, il faut que vous nous communiquiez les contrats, mais non caviardés. Bon, qu'on ne me donne pas la recette du vaccin, je l'accepte, secret commercial. Mais qu'on ne me donne pas le coût, la traçabilité de où est allé cet argent, du lieu des entreprises, de la responsabilité totale et des sanctions éventuelles, ça, c'est le boulot d'un député européen. Donc on attend la réponse le 4 mars. Et si le 4 mars, on n'a pas la réponse, on va à la Cour de justice européenne. Donc là, tout le groupe est d'accord pour aller jusqu'à la Cour de justice européenne pour que ça fasse un précédent. Parce que j'ai l'expérience, vous voyez, député européen, c'est un peu complexe, mais j'ai gagné l'autre fois sur le glyphosate. Quand l'EFSA a déclaré que le glyphosate n'était pas cancérogène, j'aurais dit très bien. Mais j'ai le CIRC, qui est le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'OMS, qui déclare le glyphosate est cancérogène. Donc vous voyez, deux agences, une internationale, une européenne, qui disent des conclusions différentes. Sur quoi repose cette conclusion? Où sont les études? Le CIRC dit, voilà toutes les publications scientifiques sur lesquelles on a fondé notre conclusion. L'Europe dit, on ne peut pas vous les donner, c'est secret d'affaires des laboratoires. Donc, on a saisi la justice, on était 6 députés, 6 députés verts, on a saisi la Cour de justice européenne, et la Cour de justice européenne nous a donné gain de cause, en disant que, quand c'est le cadre de la santé publique, puisque la glyphosate, c'est pesticides, cancer, etc., eh bien, on n'a pas le droit de mettre le secret d'affaires. Donc, ayant cette jurisprudence sur les études sur le glyphosate, je fais la même démarche sur les laboratoires et les contrats. Et donc, vous voyez, 4 mars, on attend la réponse de la commission. Si la commission dit « Ok, on vous donne les contrats », ça s'arrête là et on a accès à tous les contrats. Si la commission dit non, parce que les laboratoires ne veulent pas, eh bien, on va à la Cour de justice européenne. Et c'est d'autant plus étonnant si la commission ne nous donne pas les contrats. Elle pourrait nous donner au moins les contrats caviardés, là, comme ça. Parce qu'aux États-Unis, on les a, les contrats. Ils sont sur Internet. Alors pourquoi aux États-Unis, les labos leur donnent le feu vert pour mettre les contrats caviardés, quand même, ils sont pas... Et qu'en Europe,
Parce que les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes en Europe et aux États-Unis. On ne les a pas. Donc, vous voyez, quand je compare, moi, Tchernobyl et la pandémie, il y a des choses similaires et il y a des choses différentes parce que la pandémie, c'est à l'échelle européenne, c'est pas qu'un lobby, enfin c'est le lobby pharmaceutique, mais c'est plein d'entreprises pharmaceutiques. Vous avez une mainmise des médias qui est beaucoup plus forte qu'en 86. Vous voyez, en 86, j'arrivais pas à passer dans les médias. J'arrivais, preuve à l'appui, courbe à l'appui, chiffres à l'appui, en disant, regardez ce que déclare le ministère de la Santé. Quand ils disent, il n'y a pas de contamination, ben voilà les chiffres. Qu'est-ce qui a changé alors? Mais ce qui a changé, c'est ce monopole des médias. C'est le fait que les médias français sont tenus par une minorité de gens. Oui, 9 milliardaires qui possèdent 90%. Et voilà, exactement. 10 milliardaires tiennent 90% de la presse écrite. Vous vous rendez compte ce que ça représente? Et puis, il y a les réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, vous trouvez de tout. Vous trouvez des choses très pertinentes, et puis vous trouvez des attaques sur des gens, mais qui sont terribles. Donc, vous voyez, les réseaux sociaux en 86 n'existaient pas. Et vous voyez, grâce à... Là, c'était plus simple, parce qu'il suffisait d'avoir une bonne chaîne de spectrométrie gamma. Vous voyez, on pouvait démontrer. Vous pouviez démontrer, vous pouvez faire ce travail et avoir une réflexion possible. Aujourd'hui, c'est presque comme si la pensée était confisquée. Oui. Quelque chose de cet ordre-là. On est passé quoi, du côté orwellien du monde ou... C'est comme si la pensée différente n'avait pas droit de citer. Et comme elle n'a pas droit de citer, on vous met dans un tiroir en disant, ceux-là, il ne faut pas les interviewer. Parce que c'est des anti-vaccins, c'est des... Alors justement, qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous traitent d'anti-vax? Mais moi, j'ai jamais eu une position anti-vaccin, si vous voulez. Moi, je demande des comptes sur les vaccins. Souvent, des fois, je disais, je suis vaccin critique. Je veux savoir ce qu'il y a dans les vaccins. Je veux connaître les études cliniques. Je veux connaître les effets secondaires. Un vaccin, c'est pas comme un médicament. Vous allez vacciner quelqu'un de sain. Votre enfant, vous voyez, vos grands-parents, etc. Et il y a toujours un risque. Et pour moi, ce qui est important, c'est la balance bénéfice-risque. Si pour moi, il y a plus de risques que de bénéfices, je ne vois pas quel est l'intérêt de vacciner. Vous voyez, les Norvégiens, quand ils ont trouvé 33 morts suite à la vaccination de Pfizer, ils ont dit... Regardez bien, les personnes au-delà de 80 ans ont un risque. Si c'est le vaccin qui entraîne la mort, ben vous réfléchissez à 2 fois. Par contre, si une personne est très fragile parce qu'elle a des comorbidités, etc., ben peut-être qu'il faut mieux qu'elle se fasse vacciner. Moi, j'ai le cas de mes parents, vous voyez, qui ont 90 ans, 94 ans. S'ils prennent le Covid, avec les comorbidités qu'ils ont, ben vous voyez, le risque est important. Donc peut-être il faut qu'ils se fassent vacciner. Et ils sont pour se faire vacciner. Mais dans d'autres cas, vous posez la question. Donc c'est cette application à toute une population générale du même traitement qui est problématique finalement. C'est-à-dire qu'on n'individualise plus le soin, tout le monde a le même traitement, tout le monde prend le même vaccin. Mais oui, mais regardez, ça a été vu dans le cadre de Pfizer. Moi j'ai regardé le protocole de Pfizer-BioNTech. Ils disent pour les gens qui ont de grosses allergies, il vaut mieux pas se faire vacciner parce qu'il y a des risques anaphylactiques. Et donc là, ça peut être très grave. Vous pouvez y passer. Bon. Si vous avez un enfant qui est très allergique, ben vous vous dites, c'est quoi la balance bénéfice-risque? Mais il vaut mieux pas qu'il se fasse vacciner. Donc vous voyez qu'après, c'est au cas par cas. Alors comment on fait? Parce qu'ils sont en train de prévoir le passeport vaccinal, déjà, l'Union européenne. Alors déjà, moi, quand on dit... il faut multiplier les lieux de vaccination. Je dis, mais il faut absolument qu'il y ait un médecin. Parce que Pfizer, dans son protocole, il dit, attention allergie. Il dit, attention pour les gens qui prennent des anticoagulants. Est-ce que c'est dit, ça? Si vous allez dans une pharmacie, moi, je ne suis pas sûre que le pharmacien ou la pharmacienne, si vous voulez, soit apte. Est-ce qu'elle a lu, vous voyez, tout le protocole de Pfizer qui dit, attention, il y a un risque.
Est-ce que, vous voyez, il faut un entretien, il faut savoir d'où vient la personne, quel est son parcours. Et donc, ça ne peut pas être banalisé, la vaccination. Pourtant, on a l'impression que ça va très très vite. Et en plus, si les États mettent aujourd'hui des contraintes à l'entrée, il y en a même qui parlent en Israël, pour rentrer dans les restaurants, d'avoir ce fameux passeport Ah oui, vaccinal. alors le passeport vaccinal, alors ça franchement, d'abord, c'est complètement prématuré. Pourquoi c'est prématuré? Parce que, vous vous faites vacciner. Pour l'instant, je n'ai pas d'études qui me démontrent que vous n'allez pas véhiculer le virus. Bon, déjà, première chose, je peux être à côté de vous, vous avez été vacciné, et vous pouvez m'inoculer le virus. Moi qui ne l'ai pas été. Bon. Deuxièmement, les anticorps suite à la vaccination, ils durent combien de temps? Pour l'instant, on n'a pas de recul. Donc, bon. Troisième chose, les gens qui ont eu le Covid, eh bien, leur anticorps, il dure combien de temps aussi? Parce que pourquoi privilégier quelqu'un qui s'est fait vacciner et pas quelqu'un qui a eu le Covid? Puisqu'il a fabriqué des anticorps aussi. Donc, vous voyez, il faut savoir tout ça. Puis après, il y a un problème de discrimination. Quand tous les gens auront accès au vaccin, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Vous voyez, moi, dans ma région, dans la Drôme, dans certaines villes, il n'y a plus de doses. Donc, les gens ne peuvent pas se faire vacciner. Alors, vous allez sortir un passeport vaccinal que pour des gens qui ont eu la possibilité de se faire vacciner et les autres non. Et puis après, il y a un problème d'éthique. S'il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner parce qu'ils ont une raison médicale, alors ces gens-là, ils n'auront pas le droit de faire du sport, ils ne pourront pas aller au restaurant. Donc, je trouve que cette idée de passeport vaccinal, elle est très mal expliquée aux gens et elles ne se rendent pas compte qu'on n'a pas d'abord les arguments scientifiques à l'heure et puis après, il y a un problème, je vous dis, d'éthique et de discrimination et que ce n'est pas l'urgence. L'urgence, c'est augmentons la panoplie pour traiter le Covid parce qu'une fois que tous les gens à risque seront vaccinés, une fois qu'on saura que vraiment, ils ne pourront plus prendre des variants, parce que le problème, c'est qu'avec les variants, vous voyez qu'AstraZeneca, sur les variants, ils ont été abandonnés dans certains pays parce qu'ils avaient une efficacité, notamment, on l'a vu avec les variants d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a arrêté de vacciner avec AstraZeneca, puisqu'il y avait une efficacité autour de 20%. Donc, quel est l'intérêt? Donc, vous voyez qu'il y a plein de données qu'on n'a pas à l'heure actuelle. Et de parler de passeport vaccinal, pour moi, c'est les lobbies du tourisme, vous voyez, qui sont derrière en disant, et puis des transports en disant... Big Tech, puisqu'on a appris que c'était Microsoft qui travaillait à ce passeport vaccinal pour l'Union européenne. Oui, alors, il y a ça, et puis après, il y a la protection des données. Et des données. Et alors, vous allez être tracé, vous voyez, on va... Donc, société technosanitaire. Ah, mais tout à fait. Ah, mais moi, je trouve ça... Vous voyez, ça n'était pas quand même sur Tchernobyl. C'est un peu plus profond, là, le changement. Et cette réalité-là n'apparaît pas au sein du banc du Parlement Si, parce qu'il y a de plus en plus dans les débats en plénière de gens qui poussent à ce passeport vaccinal. Vous voyez, la Slovénie, par exemple, elle est maintenant pour avoir une espèce de puce, vous voyez, qui vous indique si vous êtes vacciné ou pas. C'est-à-dire que vous allez passer, vous voyez, dans les restaurants, tout ça, et les gens sauront que vous avez été vacciné. Mais je leur dis, mais enfin, à l'heure actuelle, moi, je ne sais pas quelle est la garantie de la personne qui est vaccinée à côté de moi. En plus. Mais au-delà de ça, quand bien même on l'aurait, c'est vraiment une société de contrôle, là, Ah, mais là, totale. C'est une société de contrôle. Aux mains de sociétés privées. C'est-à-dire qu'encore, c'est même pas aux mains d'un État dont les brevets de contrôle seraient publics. Toutes les technologies de contrôle qui vont être qui vont se développer, on voit que Microsoft se positionne. Je crois que les gens ne s'imaginent pas dans quelle société autoritaire et discriminatoire on va aller. Ça va être terrible. Il y a les gens qui vont être, vous voyez, dans le bon camp, et les gens riches, et puis il y a les gens qui sont dans le mauvais camp et qui n'auront pas accès. Enfin, on parle tous d'égalité, mais elle est où l'égalité ? Et alors, ce qui est terrible, c'est qu'on surfe sur la peur tout à l'heure, je vous disais en Allemagne ce qui s'est passé, et la manipulation sur la peur de mourir. Et on se base aussi sur la responsabilité que vous faites courir à votre entourage.
Et ça, c'est de vous faire porter la responsabilité. En disant, vous voyez, si vous ne vous faites pas vacciner, eh ben, c'est vous qui allez contaminer vos grands-parents. C'est vous qui allez les faire mourir. Et ça aussi, ça tétanise les gens. Donc, je trouve que là, on prend une direction, vous voyez, qui est très, très mauvaise. Et c'est pour ça qu'il faut renforcer les traitements, il faut renforcer la prévention, et il faut renforcer l'augmentation des lits dans les hôpitaux. C'est tout ça qu'il faut faire. Le vaccin, ça ne sera jamais miracle. Pourquoi ? Parce qu'on a un virus qui est diabolique. On a un virus qui mute, comme si les virus ne mutaient pas. On savait qu'ils mutaient. Et là, on s'est focalisé. D'ailleurs, beaucoup de vaccins se sont focalisés que sur la protéine spike. C'est-à-dire qu'on a fait des vaccins très ciblés. Et à partir du moment où cette protéine mute, eh ben, ça remet en question le vaccin. Et donc, il faut peut-être changer vraiment le concept du vaccin pour faire des vaccins, vous voyez, qui soient beaucoup plus... La réponse soit beaucoup plus globale. Et qu'elle ne soit pas que sur une protéine. Qu'elle soit sous forme d'ARN messager ou qu'elle soit sous forme de... Vaste champ de travail. Et d'ailleurs, c'est aussi le boulot qu'on attend de l'Union européenne là-dessus. On voit avec ce que vous disiez par rapport aux experts, dont on ne connaît même pas l'identité, ça c'est déjà incroyable. Donc déjà, on ne sait même pas comment sont négociés les contrats. Est-ce qu'il y a, ce sera pour finir rapidement, la possibilité pour vous, en tant que député, de provoquer une commission d'enquête quelconque pour étudier comment tous les événements se sont enchaînés depuis un an et quelle est la responsabilité de la Commission européenne dans ces histoires. Est-ce que vous avez cette possibilité-là ? Oui, on a cette possibilité-là, mais je l'ai testé et pour l'instant, il n'y a pas de retour. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Beaucoup de députés, même dans mon parti, ne veulent pas. Parce qu'on a énormément critiqué la Commission européenne sur le fait qu'on est en pénurie de doses. Et que cette pénurie de doses est due à des mauvaises négociations. C'est ça qui a été dit. Bon. Alors, peut-être que les négociations n'ont pas été à la hauteur, c'est possible, mais enfin, on n'a pas accès à tous les contrats, alors donc on ne peut rien dire. Mais, pour beaucoup de députés, ils ne veulent pas remettre en question la Commission. Parce qu'ils se disent, on est dans une telle situation que faire une commission d'enquête maintenant, c'est pas le bon moment. Mais, par contre, si à la fin de l'année 2021, vous voyez, il y aura suffisamment de gens qui ont été vaccinés, on aura trouvé des traitements beaucoup plus efficaces. À ce moment-là, ils seront prêts à le faire. Parce qu'il y a une responsabilité de la Commission européenne. Vous voyez, moi, je suis la première à dénoncer son manque de transparence. Et d'ailleurs, ça a été l'arroseur arrosé. Parce que quand la Commission européenne a vu de quelle façon le PDG d'AstraZeneca leur avait menti, elle a demandé maintenant de regarder toutes les exportations que fait AstraZeneca à l'extérieur de l'Union européenne. Et ça, c'est vraiment un coup de semonce parce que on peut maintenant regarder tous les vaccins, où est-ce qu'ils sont envoyés. Et la présidente de la Commission a parlé de manque de transparence d'AstraZeneca. Alors j'ai dit, ah bon, là vous demandez la transparence, mais vous ne nous la donnez pas, députés européens. Donc vous voyez qu'ils se rendent bien compte que là, ils ont fait une erreur, parce que les députés européens peuvent soutenir la Commission à partir du moment où il y a une confiance entre nous. Et le fait de ne pas nous donner ces données, justement, ces chiffres, la responsabilité que peuvent avoir les labos vis-à-vis des États et des citoyens européens, fait que moi, j'ai plus confiance. Alors, il y a ce gros paquet de la Commission, mais il y a le gros paquet aussi des États membres. Puisque, si vous voulez, quand l'argent a été donné, c'est le système d'urgence où il n'y a pas le Parlement à l'intérieur. Le système d'urgence qui a permis de débloquer les 2,1 milliards plus les 750 millions d'euros des États membres, eh bien, c'est quelque chose qui dépend uniquement de la Commission et des États membres. Donc les États membres, France comprise, sont complices du manque de transparence. Parce que vous voyez, quand la secrétaire d'État belge a donné sur tweet le prix des vaccins, mais elle s'est fait engueuler par la Commission, elle a vite enlevé son tweet. Donc vous voyez que le pouvoir des labos, en fait, il est parce qu'on leur laisse. Et on leur laisse parce que les politiques
si vous voulez, sont complices des laboratoires. Parce que franchement, si la politique ne prend pas le dessus sur les labos, on ne résoudra pas la crise de la pandémie. On ne la résoudra pas parce qu'on n'aura pas assez de doses pour vacciner tout le monde. C'est quand même, vous voyez, on est entre 7 et 8 milliards d'habitants. Donc s'il y a 2 doses, alors peut-être pas pour Johnson & Johnson et les autres qui vont venir, mais il faut une quantité phénoménale. Donc ce n'est pas quelques labos qui pourront, il faut déléguer à la fois les brevets et le savoir-faire dans d'autres pays qui ont les structures pour le fabriquer. Et pourquoi ils ne veulent pas le faire? Parce qu'on donne l'autonomie à ces États pour répondre à la crise. Or, eux, les labos, ils utilisent la crise pour se faire de l'argent. Parce que franchement, quand vous avez des milliards de doses, mais un vaccin, ça ne vaut pas 10 €, ça vaut quelques centimes d'euros. Et pourquoi, sous couvert de fabriquer des vaccins, c'est une minorité, encore une fois, qui va s'enrichir. Vous voyez que quand on parle de vaccins bien publics, eh ben, il faut le partage, il faut tout mettre sur la table. Il faut partager brevets, savoir-faire et production. Donc je trouve que ça montre que notre système, il est complètement biaisé. Et il ne répond pas, si vous voulez, à la sécurité sanitaire du monde. Donc c'est un autre modèle qu'il faut construire. C'est pour moi, cette pandémie, ça montre bien vraiment comment dire, l'échec de notre modèle libéral, quoi. Et puis quand on voit tous ces rapports qui disent que ça augmente encore les inégalités, etc. Vous voyez, moi quand je vois Covax qui va enrichir encore tous ces labos, non mais je me dis, mais on rêve. Et pourquoi il n'y a pas plus de politiques qui le disent? Vous voyez, c'est ça qui me... À la limite, que les mecs ils fassent leur truc, bon, vous voyez, ils ont été formés pour... Mais que les politiques qui doivent défendre l'intérêt général leur demandent pas des conditions. Puis après, vous voyez que c'est quand même aussi une lutte géopolitique entre, regardez la Chine, regardez la Russie, regardez les États-Unis, regardez l'Europe. Les Chinois, maintenant, ils livrent en Afrique, puisque de toute façon, les Européens, ils ne sont pas. Et puis les Russes, ils disent, regardez avec notre Spoutnik, eh ben nous, on va livrer où on nous demande. Ben, ils livrent en Iran, ils livrent à Cuba, etc. Donc, on se sert de ça pour asseoir son pouvoir. Eh bien, si l'Europe, elle défendait ses valeurs, eh bien, vu qu'elle représente 450, 500 millions de citoyens, elle a les moyens pour faire flancher les labos. Parce qu'un labo, vous voyez, s'il n'a pas le marché européen, eh bien, c'est pas qu'avec le marché des États-Unis ou du Canada qu'il s'en sortira. Donc, c'est une force de frappe énorme, les 500 millions de citoyens européens. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer. Est-ce que pour vous, puisque apparemment, très très peu d'appui auprès de vos confrères députés, est-ce qu'avec l'appui des populations, ce serait plus facile de faire pression lors de vos procédures administratives, politiques au sein de la Commission européenne? Est-ce que c'est utile d'avoir l'appui des populations? Mais écoutez, d'abord, par des pétitions, d'un point de vue par politique, des manifestations. Il y a quand même des partis politiques qui vont dans ce sens-là, mais on est minoritaire. Vous voyez, il n'y a pas que Rivasi. Déjà, je vous dis, le groupe des Verts, on est d'accord pour aller en cour de justice, mais il y a la GUE, ce qu'on appelle donc la gauche, l'extrême gauche, qui sont pour la nationalisation. Donc, vous voyez... il y a des passerelles qui se créent en ce moment? Il y a plein de passerelles qui se créent. Mais on n'arrive pas à être majoritaire. On est minoritaire. Bon. Après, la société civile, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une solidarité qui se fait. Vous voyez, moi, tout ce que je vous dis, c'est parce que je travaille en réseau avec des ONG, je travaille en réseau avec des avocats. Il y a plein d'avocats qui disent « Eh bien, on va vous aider à analyser tous ces contrats gratuitement, parce que c'est scandaleux. » Il y a plein de gens qui nous contactent. Vous voyez, il y a une aide de la société civile qui est extraordinaire. Et il faudra peut-être aussi passer à un autre niveau, par des pétitions, pour montrer que la Commission, elle ne peut pas agir toute seule, que les États, parce que souvent on dit que la Commission, mais je vous assure que les États, ils sont partie prenante de la Commission. Vous voyez, quand je vois, moi, que la Hongrie, par exemple, a commandé des doses à la Russie, vous voyez, elle est en train de se désolidariser.
quand je vois qu'AstraZeneca, ce laboratoire, il est en train de négocier directement avec la République tchèque, alors que c'est interdit de le faire sur le plan européen. Et vous voyez, ils sont en train de diviser. Donc on voit bien que... Vous voyez pourquoi je défends l'Europe, moi? Parce que je pense qu'on est très fort si on est ensemble, on est unis. Mais pour un intérêt général qui est à la fois les citoyens européens, mais les citoyens dans le monde. Et pour ça que la solidarité, elle doit passer, vous voyez, en cassant ces brevets. Alors, que les labos s'enrichissent parce qu'ils font des vaccins, ok, mais à un prix du coût de revient. Pas à un prix où ils font payer le brevet. Oui, il faut que tout le monde s'en sorte, mais vraiment à une échelle raisonnable. Alors qu'à l'heure actuelle, c'est plus raisonnable. C'est une minorité qui décide pour l'ensemble, avec la complicité des politiques qui veulent défendre, vous voyez, ce pouvoir-là. Donc toujours le même paradigme des corporations. C'est le même puits, c'est le paradigme des corporations, c'est le fait de ne pas montrer le pouvoir des politiques pour l'intérêt général, c'est le fait de partager, vous voyez, c'est le fait de... Et je trouve que la pandémie, c'est un bel exemple, parce qu'on ne pourra pas s'en sortir tout seul. Vous voyez, on ne pourra pas mettre des frontières à l'Europe. Le virus, il passera. Vous voyez, quand on me dit il faut fermer les frontières, qu'est-ce que vous allez fermer comme frontière? Ça passera toujours. Bon, donc c'est une solution globale qu'il faut trouver. Et je trouve que, vous voyez, ça fait passer à notre dimension. Mais pour l'instant, ce passage, on n'y est pas. Oui. On vous retrouvera déjà le 4 mars pour voir si le début de ce passage se fait en... Oui, alors le 4 mars, on aura la réponse de la commission. Ils ont déjà demandé 15 jours de plus, hein, donc ça devait être avant, mais le 4 mars. Si le 4 mars, la commission ne nous donne pas tout l'air, ça va à la Cour de justice européenne. Parce que le dernier recours, vous voyez, souvent, il n'est même pas démocratique. C'est la justice. Mais on ira jusqu'au bout. Vous voyez, sur le glyphosate, on a gagné. Et bien là, on verra ce que dit la justice. Si jamais la justice défend les labos et le secret d'affaires, alors là, il va falloir une mobilisation citoyenne énorme. Parce que là où vous avez raison, c'est que, vous voyez, les députés, pour moi, c'est des représentants démocratiquement élus par les gens. Quand on n'a plus les moyens de faire notre boulot, donc on prend tous les outils, moi c'est ce que j'ai utilisé, tous les outils institutionnels. Vous voyez, la plainte à la commission, mais si vous n'avez pas tous les groupes politiques, vous voyez, ça tombe à l'eau. Mais la Cour de justice européenne, ça, c'est des groupes de députés qui peuvent le faire. Mais à un moment, si c'est plus possible, eh ben c'est une rébellion de pétitions citoyennes pour montrer à la Commission et aux États membres que les citoyens sont plus forts qu'eux. Et vous savez, ça a réussi par rapport à la mobilisation du climat. Quand il y a eu Thunberg, quand il y a eu Greta, quand il y a eu toutes ces mobilisations de jeunes, vous voyez, pour sauver le climat, ça a eu une répercussion sur la Commission quand ils ont proposé ce plan vert. Alors, il n'est pas parfait, hein, mais vous voyez qu'une mobilisation citoyenne sur le plan mondial peut avoir une influence très importante sur les politiques. Donc, on se donne rendez-vous déjà le 4 mars. Et alors après, ça va prendre du temps pour la Cour de justice, c'est toujours un peu long. C'est combien de temps à peu près, une procédure à la Cour de justice? Oh, bien 6 mois. On se redonnera rendez-vous dans 6 mois alors. Mais peut-être le 4 mars, on aura une bonne surprise. Ben, si la Commission a compris qu'il y avait une vraie demande, peut-être. Alors, on relaiera tout ça, on va observer ce qui va se passer le 4 mars, et puis on relaiera la suite de vos actions, bien évidemment, pour voir ce que vous êtes... à quoi vous êtes confrontés, est-ce que vous allez devoir engager? Mais je ne lâcherai pas, je vous assure. C'est trop grave et c'est un indice d'un dysfonctionnement, vous voyez, qui me fait très peur. Et donc, il faut l'arrêter, ça. Il faut l'arrêter en englobant, en étant inclusif. C'est le mot très européen, ça. Vous voyez, il faut vraiment inclure toute la société, inclure tous les autres députés pour leur dire... Ça, c'est l'intérêt général. On se bat sur les valeurs. Et ça, c'est des valeurs qu'il faut à la fois défendre sur le plan européen, mais sur le plan mondial. Si on ne le défend pas, pas là, eh bien, ça va être pire que tout. Et puis, ça sera des sociétés hyper autoritaires qui, de toute façon, ne pourront pas résoudre le problème. Parce qu'un virus, ça ne s'arrête pas aux frontières.
Michel Rivasi, merci beaucoup. Merci Rendez-vous à le vous. 4 mars et on verra pour la suite. À bientôt. À bientôt.